Merci André pour ces propos introductifs. Je remercie également l'AEPS, Paris-Île-de-France. Effectivement, c'est la première fois que j'interviens dans ce cadre-là. J'étais intervenu dans d'autres AEPS, d'autres académies, mais chez vous, c'est une première. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai à partager avec André et avec vous cet échange. Alors effectivement, André a introduit sur la notion de valeur et dans une dimension philosophique. La commande qui nous était faite aussi, c'était et ce sera plus mon propos, de mettre en relation ces valeurs. J'aimerais bien mettre en relation ces valeurs avec les missions des enseignants et en particulier le référentiel de compétences de 2013. Et tout en le mettant en perspective et sans rentrer dans les détails, vous avez bien compris de par nos fonctions dans le concours de recrutement du CAPEPS, mais quand même le mettre en perspective de façon très macro avec les 5 épreuves du concours de recrutement du CAPEPS, mais bien entendu sans rentrer dans le trait du détail, dans l'entraille du concours, puisque effectivement, autrement il y aurait rupture d'équité. Alors la problématique effectivement, c'est de questionner la valeur, les valeurs au cœur du métier d'enseignant, pas simplement d'éducation physique et sportive, mais d'enseignant au sein d'un établissement scolaire. Et bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que pour l'ensemble des concours de recrutement, et pas uniquement en éducation physique et sportive, une nouvelle épreuve s'impose à l'ensemble des concours, c'est ce fameux oral 3 d'entretien avec le jury. Et l'enjeu de cette nouvelle épreuve, sans en dire de trop, ce sera effectivement de sonder les valeurs d'un enseignant au sein d'un établissement scolaire. Donc on est véritablement au cœur de l'actualité. Et vous savez bien combien l'école est en phase aussi avec sa société et tous les événements qui peuvent se passer aujourd'hui dans l'espace social. Et Dieu sait que l'école a été mise à mal et ses enseignants. Et donc c'est pas anodin qu'aujourd'hui reviennent en boucle les valeurs. Mais les valeurs effectivement en lien avec toute la problématique de la neutralité, de la laïcité, mais pas que. L'idée c'est aussi de se dire que les valeurs d'un enseignant, elles ne se réduisent pas uniquement aux valeurs de la République, mais qu'elles vont bien au-delà et qu'elles questionnent le quotidien pédagogique des enseignants. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais contextualiser cette notion de valeur au regard du référentiel de compétences du métier des professeurs, des enseignants, et pas simplement des enseignants d'éducation physique et sportive. Alors, les valeurs au cœur du métier d'enseignant, André en a parlé, c'est pas simple de définir la notion de valeur. Si on fait une référence à Schwartz, comme je le mentionne dans le diaporama en 2006, les valeurs sont des croyances associées aux affects et couplées aux motivations. Effectivement, c'est pas quelque chose de dogmatique. On enseigne aussi comme on est. On a une professionnalité qui nous est propre. Et j'insiste beaucoup, moi, quand j'accompagne les tuteurs, que les tuteurs ne sont pas des modèles, les tuteurs ont des valeurs, mais il s'agit bien de construire la propre professionnalité de ces enseignants, parce que on manipule de l'humain, nos élèves sont de l'humain, et on engage notre personnalité lorsqu'on enseigne, et on engage fortement nos affects, nos motivations, et donc étroitement liées à la notion de valeur. Elles se construisent, bien entendu, en interaction avec les autres, entre les élèves, entre l'enseignant et les élèves, bien entendu, et elles vont être aussi déterminantes de l'environnement professionnel dans lequel l'enseignant évolue. Les valeurs au cœur du métier d'enseignant, un cadre. Alors effectivement, de prime abord, on aurait tendance peut-être à réduire la notion de valeur aux valeurs de neutralité, d'éthique, de responsabilité, de fraternité. Alors effectivement, ce sont des valeurs incontournables. Un enseignant éthique et responsable, effectivement, ce sont des valeurs incontournables. Mais je pense que ce serait réducteur de simplement faire la focale uniquement sur ces notions-là. Et si on se réfère à un cadre théorique plus global de Schwartz en 2006, il identifie 4 systèmes de valeurs. Et c'est là que la dimension pédagogique et didactique va intervenir également. Premier registre de valeurs, c'est l'ouverture au changement. L'ouverture au changement, c'est valoriser chez les élèves ou développer chez les élèves l'autonomie. C'est permettre aux élèves d'être stimulés à travers différents rôles sociaux que vous pouvez développer dans le cadre d'un cours d'éducation physique et sportive. C'est valoriser également l'hédonisme, la notion de plaisir. Donc l'ouverture au changement est une dimension importante. Le dépassement de soi. Alors qu'est-ce qu'on entend par dépassement de soi ? C'est la notion d'universalisme, mais au-delà de l'universalisme,
c'est permettre à un élève de se mettre en projet d'apprentissage au regard de ses propres ressources. C'est tout ce qui touche autour de l'autoréférencement, qui est une notion vraiment importante, qui engage effectivement l'élève à s'investir dans un projet personnel adapté à son registre de ressources, qui est bien différent d'une pédagogie qui serait un peu dirigiste, qui imposerait aux élèves, ou des barèmes très normatifs, où en fin de compte la performance de l'élève serait référée à des barèmes très normatifs, alors que l'enjeu c'est véritablement de mettre en projet l'élève sur un projet individualisé au regard de ses propres ressources. D'autres valeurs autour de l'affirmation de soi, c'est la notion de peut-être d'individualisme. On a parlé d'universalisme, d'individualisme. Effectivement, plus votre cadre d'enseignement va valoriser la coopération, l'entraide entre les élèves, plus le cadre pédagogique permet aux élèves de se sentir bien dans ce cadre-là. Hein. Et là, on questionne bien entendu la réussite scolaire. Et quand on questionne la réussite scolaire, on questionne bien entendu le bien-être des élèves à l'école. La continuité, conformité, tradition. On voit que l'éducation physique en particulier évolue à travers ses programmes, à travers ses activités, à travers toute la réflexion qui se pose autour de l'évaluation. Et effectivement, s'inscrire dans une dynamique d'évolution, c'est aussi quelque chose de très important. Donc on voit bien qu'à travers ces quatre dimensions, on a une appréhension, une définition du concept de valeur qui est vraiment très large et qui questionne effectivement les dimensions pédagogiques et didactiques. Une étude récemment qui a été menée par l'Université de Lille fait le corollaire entre les valeurs transmises par l'enseignant dans le cadre de son métier au quotidien et le bien-être des élèves. Et il s'avère que plus un enseignant et dans la dimension ouverture au changement et le dépassement de soi, c'est-à-dire plus l'enseignant stimule ses élèves, plus l'enseignant permet à ses élèves de s'investir dans des projets autoréférencés, plus l'enseignant développe le sentiment d'autonomie, plus l'enseignant développe les notions de solidarité et d'entraide, plus les élèves se sentent bien à l'école et dans un cadre pédagogique sécurisant. Et donc, la notion de bien-être à l'école a une influence importante et donc bien entendu sur leur réussite scolaire. Cette étude montre aussi, c'est ce que je disais un peu en propos introductif, qu'on enseigne ce que l'on est. Hein, et ça, je pense que c'est important. Les élèves perçoivent tout à fait. Il ne faut pas qu'il y ait de discordance entre ce qu'on est et ce qu'on veut bien faire valoir aux élèves. C'est-à-dire qu'on a une personnalité, il ne faut pas tricher avec les élèves. Hein. Et je crois que pour avoir moi travaillé en éducation prioritaire pendant un certain nombre d'années, j'ai construit ma propre professionnalité par rapport à des élèves qui me bousculaient au quotidien, par rapport à des élèves qui me chahutaient et qui m'imposaient de me remettre en question sur un plan pédagogique. Et c'était un véritable laboratoire pédagogique. Et la notion de valeur, là, était vraiment très importante parce que on renvoie de l'affect à ces élèves et les élèves nous le renvoient aussi de façon proportionnelle. Et donc, c'était vraiment une dimension importante de mon enseignement. Ça, voilà, c'était un cadre sur la notion de valeur. Si on reproblématise cette dimension-là au regard du référentiel de compétences des enseignants du 25 juillet 2013, je rappelle que ce référentiel est toujours d'actualité, aussi bien dans le cadre des rendez-vous de carrière des enseignants en activité que dans le cadre des concours de recrutement, puisque on structure les épreuves de concours de recrutement sur la base de ce référentiel de compétences. Donc vous avez ces compétences et les valeurs qui peuvent être associées. Si je reprends les principales compétences, puisqu'elles sont très nombreuses, la première compétence d'un enseignant, quel qu'il soit, c'est d'être en capacité de maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. C'est pas simple cette histoire-là. Ça renvoie forcément, là vous voyez bien, à l'enjeu de l'adaptation, la contextualisation des savoirs d'enseignement, et ça pose de façon plus générale la problématique de la démocratisation du savoir scolaire. Démocratisation qualitative, et c'est un peu dans ce sens
qu'ont évolué les programmes du lycée, et notamment les référentiels d'évaluation, puisqu'aujourd'hui, vous avez un cadre national qui fixe une équité de traitement dans l'évaluation de tous les candidats, mais on permet au local de contextualiser, d'adapter le référentiel national au regard des caractéristiques singulières de leur public scolaire, ce qui redonne à la mission d'enseignant une mission de concepteur et pas simplement d'applicateur de référentiel qui existait jusqu'à présent, et qui redonne au projet pédagogique et au contexte un élément fort qui doit contribuer à donner du sens aux apprentissages et qui doit contribuer à une meilleure réussite des élèves. Donc cette dimension-là questionne forcément les valeurs et la déontologie professionnelle des enseignants par rapport au traitement des savoirs scolaires qui doit s'adapter forcément au contexte dans lequel on enseigne. Une autre compétence importante, celle relative à la capacité à construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Je suis IPR, je vois des enseignants en classe et la question de la gestion de la diversité n'est pas simple. Alors, il y a plusieurs formes de diversité et quand on parle de la diversité, c'est pas simplement être en capacité de gérer de l'hétérogénéité motrice à l'intérieur d'une activité, mais c'est aussi l'inclusion d'élèves à besoins éducatifs particuliers et on a de plus en plus d'élèves en situation de handicap qu'il faut inclure. Donc là, véritablement, les valeurs de l'enseignant, elles se posent parce qu'on n'est pas dans une logique d'exclusion, on n'est pas dans une logique de stigmatisation, mais on est au contraire dans une logique d'inclusion. Quand je parle de stigmatisation, et je le vois avec mes enseignants, la gestion de la différenciation qui consisterait à proposer des situations d'enseignement diamétralement différentes en fonction des niveaux des élèves est absolument pas opérationnelle, ne contribue pas à l'acquisition d'une culture commune, mais en plus renforce la stigmatisation chez les élèves. Parce que les élèves se connaissent à l'intérieur d'une classe, ils connaissent leur niveau. Donc si l'enseignant, à partir de ses démarches pédagogiques, renforce cette stigmatisation en différenciant les procédures pédagogiques, ça renforce encore le sentiment d'incompétence perçu par les élèves. Donc cette question de l'inclusion, cette question de la gestion de la différenciation, elle se pose comme une compétence professionnelle essentielle, mais elle questionne forcément les valeurs des enseignants, où l'enjeu de l'inclusion, de la démocratisation et de la réussite de tous se pose comme un élément fondateur du métier d'enseignant aujourd'hui. Quand on questionne une autre compétence relative à plus la dimension pédagogique, l'organisation, la conduite du groupe classe, mais qui doit, à travers cette organisation, favoriser la socialisation des élèves. Là, une nouvelle fois, on a un rôle essentiel, qui est l'éducation physique et sportive, dans l'éducation à la citoyenneté, dans l'éducation à la fraternité, à la coopération. Et on a une matière qui nous permet véritablement de donner du sens à cette coopération, ou en tout cas, les rôles sociaux, par exemple, doivent effectivement permettre aux élèves de mieux apprendre, mais par et dans l'activité physique à travers les rôles sociaux que les élèves peuvent assumer, doit permettre une meilleure éducation en acte de la citoyenneté, de la coopération et de la fraternité entre les élèves. Mais ça permet aussi aux élèves d'être stimulés. Et on a vu tout à l'heure que la stimulation des élèves, les rendre acteurs, actifs dans leurs apprentissages, est aussi une dimension essentielle qui donne du sens et qui leur permet de mieux apprendre. L'évaluation. Alors l'évaluation des progrès et des acquisitions des élèves est aussi une question fondamentale, une compétence fondamentale. Alors, c'est vrai que dans le système éducatif, on a toujours tendance à dire que les enseignants d'EPS sont plutôt en avance sur cette question de l'évaluation. C'est vrai. Et je parle pas de l'évaluation certificative ou de l'évaluation sommative, mais je parle de l'évaluation au service des apprentissages, donc toute la dimension formative et formatrice de l'évaluation. Et cette évaluation, elle doit être bienveillante, mais ce n'est pas l'école des fans, elle doit être bienveillante et exigeante. Elle doit être aussi la plus explicite possible et la plus lisible possible. Moi, dans mon académie, on a piloté la réforme du lycée par l'évaluation. Parce que quand on est sur un deuxième attendu de fin de lycée autour de la capacité à se préparer et à s'entraîner, si on veut permettre à nos élèves de se préparer et à s'entraîner, il faut leur donner des repères d'évaluation, des critères très simples, très lisibles, pour qu'à partir de ces critères-là, ils puissent être en capacité de s'auto-évaluer dans leur projet pour se projeter dans des situations d'entraînement. Donc l'évaluation, elle est vraiment fondamentale et elle est au cœur des apprentissages et des élèves
qui dispose de critères quantitatifs. À la fin d'un match de bad, à la fin d'une course de demi-fond, l'élève a un repère de performance quantitatif, ça lui permet effectivement de s'auto-évaluer plus facilement. Et la notion d'autoréférencement. La notion d'autoréférencement, elle me paraît capitale aujourd'hui. On sait, je me souviens en 2008, lors de la publication des programmes du collège, vous vous rappelez, il y avait un niveau 1 et un niveau 2 de compétences attendues. Dans le cadre du DNB, il y avait la production de référentiels nationaux. Et je me souviens que le référentiel de demi-fond avait fait réfléchir un certain nombre de collègues où tout le monde n'était pas d'accord sur le demi-fond, puisque l'évaluation de la performance était référée non pas à un barème chronométrique sur une distance ou un barème métrique sur une durée d'effort, qui consisterait à établir un barème de distance ou de performance, mais la performance était référée au pourcentage moyen que l'élève était capable de soutenir sur 3 durées d'effort. Hein. C'est-à-dire qu'on était véritablement sur une performance auto-référée et pas sur une performance barémée, puisque la performance de l'élève était dépendante de sa capacité à soutenir le plus haut pourcentage de sa VMA en fonction de sa propre VMA. Ça veut dire qu'on n'évaluait pas les élèves par rapport à leur VMA, hein, qui est une notion individuelle avec une part de génétique importante et qui est fortement dépendante aussi de l'entraînement des élèves, mais un élève qui avait 18 de VMA ou un élève de 12 de VMA, la performance était la capacité à soutenir entre 90 et 100% de sa VMA sur les 3 durées d'effort. Donc ça veut dire qu'un élève pouvait être aussi performant à 12 km/h de VMA qu'à 18 de VMA dans sa capacité à soutenir le plus haut pourcentage de VMA. Donc on était véritablement dans une logique d'auto-référencement, hein, où la performance était corrélée, non pas à un barème, mais à une performance référée par rapport aux propres ressources de l'élève. Donc ça, c'est vraiment une piste importante, pas que dans les activités athlétiques ou aquatiques à barème, mais elle doit se poser aussi dans l'ensemble des 5 champs d'apprentissage. Donc ça questionne véritablement là, les valeurs de l'enseignant. Alors après, effectivement, on va être sur des compétences où on va questionner les valeurs de neutralité, de déontologie de l'enseignant, agir en éducateur responsable selon des principes éthiques, faire partager les valeurs de la République. Bon, bah là, on parlait de l'épreuve d'oral 3, on est dans le cœur de cette épreuve. Hein. Effectivement, il y a toutes les notions de neutralité, d'éthique, de déontologie. Je sais qu'André fait une distinction entre l'éthique et la déontologie, et il y reviendra certainement. Tout ce qui relève de la bienveillance, de la neutralité, et en tant que prof de PS, vous êtes confronté au quotidien à ces problématiques d'éthique, de neutralité, de bienveillance, parce que vos élèves vous mettent parfois et très souvent face à des situations professionnelles de cet ordre-là. Donc ça questionne effectivement vos propres valeurs et comment vous allez être en capacité de gérer ces problématiques professionnelles. André l'a évoqué, notre compétence importante, c'est la capacité à travailler en équipe, à coopérer, au sein d'une équipe disciplinaire, mais plus largement au sein d'une équipe interdisciplinaire, et encore plus largement au sein d'une équipe éducative, et encore plus largement au sein d'une école qui est en partenariat avec d'autres associations extérieures. Et cette dimension-là, dans votre formation initiale, même dans la formation continue, apprendre à travailler ensemble, apprendre à travailler en collectif, vous n'êtes pas formé pour ça. Et si en éducation physique et sportive, on peut peut-être être un petit peu en avance là-dessus parce que depuis plus de 20 ans, on vous demande d'élaborer un projet pédagogique qui est l'émanation d'un projet collectif, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et on voit bien que la notion de collectif est souvent compliquée, mais elle est essentielle parce qu'un collectif qui fonctionne bien, c'est un collectif qui permettra aux élèves de mieux apprendre. Parce qu'un collectif qui fonctionne bien, c'est un projet pédagogique avec une programmation, avec des évaluations, avec des procédures qui peuvent être communes et qui fixent un cadre cohérent et qui structure un parcours de formation cohérent sur 4 ans au collège ou sur 3 ans au lycée. Et on a quand même intérêt à bien s'entendre si on veut permettre aux élèves de bien apprendre, parce que quand je vois, moi, sur le terrain des équipes qui dysfonctionnent, je vois souvent sur le terrain aussi des élèves éternels débutants. Ben oui, parce que si on ne s'entend pas sur une programmation, si on a une programmation
pas une programmation d'équipe, mais une programmation individuelle, la continuité des apprentissages, elle est compliquée. Alors que si on s'entend sur une programmation commune, avec des acquisitions communes et progressives sur le cycle, quand on récupère une classe de 5e, on sait que les gamins sont peut-être sur leur premier cycle d'escalade ou sur leur deuxième cycle d'escalade, mais je sais ce qui a été travaillé sur le premier cycle d'escalade. Donc ça aussi, ça contribue à la continuité et au renforcement des apprentissages. Et c'est pour ça qu'on vous engage à travailler en équipe et à formaliser des projets de PS. Mais ça questionne aussi la coopération, c'est la notion de coéducation qui est importante. Vous, alors voilà, il y a des enseignants chevronnés, il y a de jeunes enseignants, et moi je me souviens quand j'étais jeune prof, j'allais pas forcément directement appeler les parents quand j'avais un problème avec un élève. Et contacter les parents, c'est aussi quelque chose de très important, parce que on était à Montaigne là tout à l'heure. Vous connaissez Montaigne, dans le 6e arrondissement, c'était une réunion de parents pour des classes internationales. Vous aviez 300 parents qui étaient là. Moi qui ai travaillé dans une ZEP, on se battait pour que les parents viennent à l'école. Donc réattirer aussi les parents à l'école, c'est aussi important parce que là, on est dans le domaine de la coéducation. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, ça aussi, c'est une vraie valeur professionnelle. La formation continue est un levier fondamental de votre évolution et de votre transformation professionnelle. L'école n'est pas figée, l'école est en lien direct avec ce qui se passe dans la société. Vous savez très bien que les élèves évoluent, les contextes évoluent, et vous avez, vous, intérêt à évoluer dans vos pratiques professionnelles pour être le plus possible en adéquation avec le contexte d'enseignement dans lequel vous êtes. Donc la formation continue, bien entendu, est une dimension importante. Et se questionner sans arrêt sur ses propres pratiques, c'est aussi fondamental. Une dernière compétence liée au numérique, qui s'invite de plus en plus dans les pratiques pédagogiques, intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. On le voit bien, c'est évident pour les jeunes collègues, ça l'est moins pour les collègues qui ont une pratique, et en tout cas dans le cadre de leur formation initiale, c'était pas intégré dans leur pratique. Alors je trouve que le numérique peut apporter plein de choses, notamment sur les remédiations, sur l'auto-évaluation, sur la différenciation, mais à dose homéopathique. Le numérique n'a d'intérêt que si il est fonctionnel et s'il est pratique pour l'enseignant et s'il ne complexifie pas la démarche pédagogique de l'enseignant. Une dernière diapo qui met en lien pour rentrer bien entendu sur le CAPES, mais en restant macro et sans rentrer dans les détails, mais faire un lien entre les épreuves du concours, les compétences ou les valeurs qu'elles mobilisent et les compétences. On restera vraiment à l'espace macro, on ne va pas rentrer dans les détails des épreuves. Vous avez deux écrits, un écrit épistémo, socio-historique sur l'éducation physique et sportive depuis 1936 jusqu'à nos jours. Et vous avez une épreuve de pédagogie didactique qui est l'écrit 2 autour de sujets qui vont mobiliser les compétences des enseignants à concevoir, mettre en œuvre et évaluer leur enseignement. Ça pose effectivement les questions de conception, de mise en œuvre, mais également d'une réflexion socio-historique sur sa propre discipline, qui sont des éléments essentiels du concours, en tout cas sur les deux épreuves écrites. Donc là, forcément, sur ces deux épreuves, on questionne les compétences relatives à la maîtrise des savoirs disciplinaires et à leur didactique, bien entendu. La capacité aussi à concevoir des situations adaptées et à les organiser, à les animer. Alors ça, c'est pas tant sur les écrits, mais c'est plus évalué dans le cadre de l'oral 1 notamment. Quand on est dans le cadre de l'oral 2, on est moins sur la dimension animation, mais on est davantage sur la dimension maîtrise des savoirs disciplinaires et être en capacité de lire la motricité d'un élève sur une vidéo à partir d'indicateurs qui vont permettre à l'enseignant, enfin à l'étudiant en particulier, de proposer un projet d'intervention. Et je fais une focale là-dessus, c'est une compétence essentielle du concours, mais c'est une compétence particulièrement complexe, parce qu'on peut être spécialiste d'une activité et avoir les bons filtres pour lire la motricité des élèves et ne pas se tromper sur la motricité, mais on peut tout à fait avoir les mauvais filtres et se tromper sur la motricité des élèves dans des activités qu'on maîtrise moins.
Et on peut véritablement faire des écueils, se tromper véritablement. Une activité, par exemple, je prends l'exemple du relais vitesse. Pourquoi le relais vitesse? Parce que, alors au-delà du fait que ce soit une activité du concours, c'est une activité dans les activités athlétiques qui se développe beaucoup. On a beaucoup de relais vitesse. Et la majorité du temps, les enseignants se trompent sur le mode d'entrée dans l'activité relais vitesse. Parce qu'ils rentrent par la notion de transmission. Ils rentrent par la technique. Or, et donc on est sur un artefact de relais vitesse, c'est-à-dire que c'est plus la capacité à faire parcourir un témoin point de départ à un point d'arrivée, c'est plus ça le sens. Le sens pour le gamin, c'est de se transmettre le bâton dans les 30 mètres de la zone de transmission, parce que maintenant c'est 30 mètres. Donc en fin de compte, on n'a plus du tout la notion de vitesse. Donc en rentrant par cet objet d'enseignement, on se trompe. Il vaut mieux, dans un premier temps, rentrer par ce qui va organiser l'activité de l'élève, c'est-à-dire l'ajustement des vitesses. En occultant dans un premier temps la problématique de la transmission. Parce que ce qui organise l'élève dans un premier temps, c'est de se faire rattraper dans une zone, c'est partir au bon moment, c'est avoir des repères pour coordonner les vitesses. Donc l'ajustement des vitesses sur un premier cycle serait un objet d'enseignement prioritaire parce que ce qui organise les élèves, c'est la dimension affective, coordination des vitesses, etc. Et on pourrait tout à fait être sur du témoin frappé, c'est-à-dire pas de transmission, chaque gamin a un bâton, on se tape dans le bâton, donc on occulte complètement dans un premier temps la notion de transmission parce que c'est pas ce qui nous organise, c'est davantage l'ajustement des vitesses. Tout ça pour dire que la capacité à lire la motricité des élèves dans une activité, c'est compliqué, mais qu'il faut se donner les moyens de comprendre l'activité à partir de filtres moteurs, affectifs, pour ne pas se tromper d'objet d'enseignement. L'oral 3, et j'en terminerai sur l'oral 3 sans en dire de trop sur l'oral 3, vous avez bien compris que si l'oral 1 l'oral 1 évaluait l'enseignant dans sa classe, l'oral 2 évalue la capacité de l'enseignant à lire la motricité des élèves pour proposer des situations adaptées. L'oral 3 questionne les valeurs de l'enseignant au sein de l'établissement scolaire. D'accord ? Donc là, effectivement, on est sur les compétences relatives à l'éthique, la déontologie, la bienveillance, notion de neutralité aussi, dans le respect des principes de l'école et de la République. Et donc, on questionne bien entendu la capacité du candidat, ou en tout cas des enseignants, à agir en éducateur selon des principes éthiques et responsables. Mais également, à travers cette épreuve, c'est la capacité à coopérer au sein d'une équipe disciplinaire, pédagogique, éducative.